Donc, on se donne 40 minutes pas plus. Regard croisé sur les ronds par 4 grands témoins. Et Benoît, c'est toi qui nous anime ça. Moi, je te laisse. Et je ferai la conclusion avec le Conseil d'orientation stratégique. C'est parti, 40 minutes. Merci la régie. Allez, last but not least. Je voulais donner ça comme sous-titre à l'ensemble de notre session, mais ça, on n'en sait rien, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la tête. Mais pour ce qu'on va faire maintenant, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'avec la matinée qu'on a eue, on a intérêt à être bon, parce qu'ils ils ont été assez dynamiques ce matin. Donc c'est bien. Bon, alors, 4 grands témoins. Dans quel sens je les prends ? Je vais d'abord demander à Guillaume. Guillaume, ça fait 2 ans que tu viens. C'était plutôt nouveau. Ça t'apporte quoi, les rencontres de Nice ? Alors, pardon, je me suis vraiment approché du micro. Pardon. Les rencontres de Nice, je crois que c'est une cohésion. D'abord, de la réflexion co-construite, de l'échange, formel, informel, vraiment un échange libre pour un système de santé de aujourd'hui, demain, sans oublier d'où on vient. Et vraiment, ça, c'est primordial. D'accord. Florian, toi, c'est pas ta 9e, c'est ta 8e, non ? Je sais pas. 14e. Bon, allez, vas-y. Les années Covid. Vas-y, mets le micro dans la... Donc, du coup, nous, effectivement, en tant que partenaire des établissements de santé, je dirais que c'est toujours intéressant de savoir les évolutions actuelles, à venir et futures, de voir dans quelle direction les fédérations, les établissements de santé se dirigent et de pouvoir, nous, mieux anticiper justement ces changements et de pouvoir adapter nos offres et mieux coller aux attentes du marché. Lamine, toi, en général, tu étais dans une table ronde plus institutionnelle. Ouais, Je t'en ai sauvé une à côté de toi, mais sinon, voilà. Donc maintenant, tu es vraiment face à tes responsabilités. J'ai pris un peu de vieux grand témoin, ça fait, D'accord. ouais, ça fait compliqué ça. Et puis il y a un grand témoin médaillé maintenant. Ah oui, Hein ? oui, c'est vrai, merci. Voilà. Merci. Non, on vient à Nice pour nous en fait, pour nous. Parce que moi j'ai du plaisir à retrouver les copains et les copines. Il y a une belle soirée hier d'ailleurs, pour ceux qui sont restés. D'ailleurs Olivier Mariotte, je crois qu'il a fait... il s'est pas réveillé, non, je crois. Ah, c'est vrai que je l'ai vu. Oui, tu vois, Olivier, moi je balance ceux qui étaient là à 2h du matin, mais qui ne sont pas là ce matin. Donc. Non, on vient pour nous, on vient pour se retrouver. Et ce petit, je sais pas, ce petit drame qui se prépare, je ne sais pas si Didier continue pas. Donc je pense qu'il faut vraiment l'inciter à continuer, peut-être l'entourer, peut-être le faire avec lui, les institutionnels, les vieux ou les moins vieux, et qu'il y ait un souffle qui continue pour qu'on puisse se retrouver, parce que c'est comme Chamonix, le congrès de Guy Valencien, comme ici à Nice, le congrès de Didier, il y a quelques moments institutionnels et surtout amicaux, quoi. Voilà, surtout amicaux, c'est ce qui me plaît, moi. C'est ce qui me plaît. Je voulais sûr d'échanger avec vous tous, même si on se connaît et on en parlera tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on change de paradigme sur le tout va mal et c'est compliqué, quoi. Bon, on a eu petite approche tout à l'heure dans la table de ronde d'avant sur le tout va mal, c'était plutôt il y a des choses qui vont bien. Bon, Elisabeth, alors tu es la seule femme, je suis désolé, mais on avait bien prévu pour les grands témoins, moitié-moitié avec Catherine Cerizet, mais elle nous a fait un peu défaut, elle a craint les gros machins avec les pneus, là, les pneus larges, hein. Et donc c'est Guillaume qui à la dernière seconde a accepté de venir comme grand témoin. Elisabeth. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, je prolonge ce que vient de dire Lamine. Je pense que la capacité à réunir est dans un cercle qui n'est pas celui d'un trop grand nombre de personnes. Lamine faisait la comparaison, enfin, citait Chamonix.
où on est dans une configuration qui n'est pas la même, avec d'ailleurs des objectifs qui sont, à mon sens, pas tout à fait les mêmes non plus. Et là, c'est cette capacité à échanger avec quelque chose qu'effectivement vous avez su mettre en place, et depuis déjà longtemps, c'est l'intégration des patients, des représentations d'associations, pas simplement de professionnels de santé. Et ça, je pense que c'est un élément qui est tout à fait important, et c'est vrai qu'il témoigne à quel point les lignes sont en train de bouger. Ça, c'est la première chose. La deuxième, par contre, ce qui me désole un peu, c'est que, on le voit bien, et c'est pas simplement cette année, c'était le cas les années précédentes, il y a des choses qui se font, il y a des idées, et il y a des volontés de faire. Et malheureusement, pourquoi cela est-il si lent? Et quand je dis si lent, parfois, c'est pire. Comment se fait-il que ça ne se fasse pas, que cela ne puisse pas se faire, voire que ce soit empêché de faire? Exactement. Et là, pour le vivre, je ne sais pas si Sophie est là, mais voilà, Sophie est là-bas, tu te doutes de ce à quoi je fais allusion. Et je pense, tous ces débats que nous avons eus depuis hier, et qui sont un fil conducteur que l'on voit bien depuis déjà un certain temps autour de la notion de territoire, et Claude avait raison d'évoquer déjà les éléments de définition. Territoire, c'est quoi? Et de dire que l'important, c'était, Madame Durand, en province, c'est-à-dire, et c'est ce que peut-être de façon un peu maladroite hier dans mon interpellation, j'ai tenté de dire, ce qui est important, et c'était à la suite de Guillaume, c'est le patient, c'est la personne, c'est l'individu. Et c'est à partir de là qu'on va avoir des choses qui se font. Et tous nous montrent que nous savons le faire et que nous pouvons le faire. Je suis aujourd'hui un peu triste de voir à quel point au niveau national ça ne bouge pas, et je le répète même, parfois ça empêche de faire. Et puis on peut se le dire aussi, parce qu'on a eu tout à l'heure le témoin d'une initiative qui marche extrêmement bien vers cette CPTS et cette EMSP, mais c'est aussi la difficulté à faire bouger le monde de la santé dans ce côté un peu innovant, différent, qui fasse sauter les barrières. Donc, en clair, nous avons encore ce qu'il faut pour quelques rencontres de liste. Bon, on l'attendait tous. Je souris parce que Olivier Olivier arrive juste maintenant. Voilà. Je t'ai balancé, Olivier. Mais je continue avec Elisabeth parce que, bon, on reparlera de tout ça, de la façon de faire et tout ça, c'est tellement important. Mais bon, revenons un tout petit peu sur le territoire et ce qui nous a quand même motivés là pendant ces 36 heures. Bien que Didier m'a un peu coupé ma chanson que je vous repasserai tout à l'heure, c'est pas grave. Mais Elisabeth, est-ce qu'on est tous d'accord en partant aujourd'hui pour dire que le territoire de santé, c'est d'abord et avant tout le domicile? Alors, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Ah oui, mais il faut quand même le dire et le redire. Ça traduit, et bien évidemment c'est une réalité, à partir du moment où on parle du patient, de la volonté du malade et de son entourage, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut, même si c'est avant tout des soins de qualité, il n'y a pas de discussion en la matière. Mais c'est surtout aussi parce que je le constate, et je n'ai pas toujours défendu ce point de vue. Donc c'est ce qui permet peut-être d'être à l'aise pour aujourd'hui le dire, et peut-être même en être un militant, c'est le fait que dans cette notion de proximité territoriale, les personnes se rencontrent, elles se connaissent, et que je le constate, et on le constate tous, certes, on peut voir parfois surgir de l'animosité, mais dans un bon nombre de cas, on arrive au contraire à voir naître de la compréhension, de l'écoute, voire de l'amitié, ce qui est quand même pas obligatoirement inutile. Et c'est ça qui est un élément important. Et c'est à ce niveau territorial que l'on peut construire ces choses. C'est pour ça que moi, s'il y avait qu'un message, c'est aujourd'hui, il faut tout accélérer et identifier. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas partout des gens qui peuvent être porteurs d'initiatives fortes au niveau territorial. Je le dis d'autant plus aisément que moi qui prône toujours fortement
et avec conviction, je pense, l'hospitalisation à domicile. Je suis néanmoins la première à dire que parmi les 280 ne peuvent pas être des leaders et que dans un certain nombre de cas, ils seront suiveurs. Mais dans un certain nombre d'endroits, on peut effectivement être des initiateurs. Donc c'est pareil avec les médecins, les infirmières, etc., les CPTS, tout ça, on a la même chose. Mais cette identification de personnes en possibilité de faire, on peut les faire émerger bien plus que le pense. Je t'ai connu et suivi au moment où assez justement, tu disais que s'il faut que la HAD soit à un niveau correct et reconnu, il faut d'abord et avant tout défendre la HAD. Or, est-ce qu'aujourd'hui, quand on a entendu la table ronde d'avant et ce qu'on a entendu hier aussi, comment on peut plus coordonner, voire mélanger les services au sein du domicile, parce que le patient, ils s'en fout que ce soit la HAD ou le SCAD ou le Complètement. quoi. Hein? La réponse, elle est dans ta question, en réalité. Et je me permets simplement de dire une chose, c'est que je pense aujourd'hui, et on est en train de réfléchir à ce sujet au niveau de la FNEA, c'est il faut sans doute qu'on s'adresse moins aux institutionnels, moins, y compris au monde de la santé, et maintenant, avant tout, au grand public et à la population. C'est-à-dire de faire connaître pour que demain, les gens dans un hôpital disent « Écoutez docteur, j'ai entendu que vous vouliez me garder encore plusieurs jours. Alors moi j'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu, peu importe. Mais moi j'ai compris que je pouvais être soigné, pas simplement avec la HAD. Les CPTS demain seront dans cette capacité à faire et à organiser un certain nombre de choses. Nous on basculera sur des choses encore plus complexes et compliquées. Peu importe, et nous pour tout le monde. Mais là, il faut effectivement donner la capacité aux patients, aux malades, à leur entourage, de dire stop, je veux être soigné dans des conditions différentes. Et ça, je pense que nous-mêmes, et je bats ma coupe, depuis le temps que je suis président de la FNEA, je peux battre ma coupe, mais il faut rompre avec un peu cet entre-soi et ouvrir vers une population. C'est plus difficile, c'est plus compliqué, c'est effectivement plus coûteux aussi, on peut le dire, la campagne de communication, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Bon, on va rentrer à Paris, on verra dans le métro de la publicité pour l'HAD et l'intervention à domicile, quelle qu'elle soit. Lamine. Attends, Guillaume voulait... Guillaume, vas-y. Pardon. Je te réservais le bouquet final, mais vas-y. Et ça n'empêche pas. Non, juste dire et rappeler que quand même le domicile, c'est le bassin de vie du patient, mais c'est aussi et surtout son lieu de vie depuis toujours. Même avant d'être malade, il habitait chez lui. C'est vrai. C'est ses affaires, c'est ses amis, c'est sa famille. Et aujourd'hui, vous diriez tous, je suis en HAD, j'ai une maladie chronique, eh bien, c'est bien, tu es rentré chez toi. Avec un staff, avec des soins, mais dans l'esprit collectif, qui n'est pas un esprit de santé, c'est que tu es rentré chez toi, bravo, tu as passé une étape. Alors après, il faut adapter l'étape, mais donc oui, le domicile, c'est le lieu du soin. Ouais. Le domicile, c'est le lieu du care au quotidien. Je connais un peu chez Guillaume, mais c'est aussi un lieu de vie, tout simplement. Ah ben, c'est les deux en fait. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Oui. Alors, Lamine, ici, toi, tu as toujours prôné la fin des barrières, le fait qu'on puisse confier au privé des missions du public. Je vois que nos amis de la FHS sont encore là, pas Zadab, mais il y en a d'autres qui sont là. C'est quand même quelque chose qui, depuis 20 ans, on fait un pas en avant, un pas en arrière, et plus de pas en arrière que des pas en avant. Comment une idée comme ça, qui paraît si évidente, on n'arrive pas à la faire passer? Écoute, la Cour des comptes l'a repris dans une de ses conclusions au mois d'octobre, la complémentarité et puis le transfert des missions de services publics, donc de services de santé sur le privé. Ça, c'est bien. Il faut aussi voir que
quelques mots sur les 2 jours, parce qu'on est là aussi pour rappeler ce qui a été dit. Moi, j'ai quelques mots qui viennent en tête. Liberté, confiance, coopération, visibilité. Liberté. Liberté, on ne l'a pas. On est encadré par des normes. Je suis content parce que, je dirais, le drame des agriculteurs, pendant 15 jours, a mis en avant ou a réduit sous silence les écolos. Et ça, franchement, peut-être qu'il y en a dans la salle, donc je vais attirer encore les foudres de certaines ou de certains, a mis sous silence les écolos et les normes. Parce que ces normes tuent la réglementation, tuent le fer. Quand il y a eu le scandale de l'eau, début de semaine, l'eau minérale, vous l'avez vu. Qui nous coûtera peut-être un ministre. Non, attends, quel est l'abruti qui pense que tu prends de l'eau de source et que tu la mets dans une bouteille et qu'après tu la vends? C'est pas possible. C'est pas possible, il faut quand même traiter l'eau, la contrôler, et donc de penser qu'en France on va mettre des millions de bouteilles ou des milliards de bouteilles d'eau minérale sans les contrôler, c'est pas possible. Donc il faut bien les traiter quand les normes ne sont pas conformes en bactériologie, donc c'est la norme qui est stupide. Pourquoi interdire aux sociétés qui produisent de l'eau minérale, parce qu'on achète de l'eau minérale, pourquoi? C'est pour le goût, un peu comme le vin. Les eaux, des fois je m'amuse, pas très souvent, mais quelquefois je m'amuse à comparer l'eau d'eau de vie que je n'aime pas, j'adore la vitelle, bon voilà. Donc il faut de la liberté. Donc la liberté on ne l'a pas, donc qu'est-ce que je prends aujourd'hui? C'est la désobéissance. La désobéissance. Il n'y a plus de médecins aux urgences. Parce que les sachants, ils ont dit qu'il fallait être qualifié d'ESC, interne, etc., spécialisé dans les urgences. Donc les mecs, ils pensent que l'urgentiste qui a 25 ans, il va toute sa vie faire des urgences 24 heures sur 24. Donc les mecs, ils n'y vont pas. À 50 ans, 40 ans, tu n'as plus envie de faire l'H24. Donc il n'y a plus d'urgentiste. Donc qu'on puisse prendre des médecins généralistes à compétences ou à vocation en urgence. Il n'y a plus de pharmaciens dans nos pays. On prend les pharmaciens de base. Ah oui, dans les pays. Oui, dans les pays même en ville, tu sais, c'est compliqué. Les infirmières, il n'y en a plus. Il faut aussi les inciter à des délégations de tâches. 6 régions sur le territoire permettent d'expérimenter la signature de certificat de décès. Mais il faut le faire sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'une aide-soignante puisse faire des délégations de tâches d'infirmière et que l'infirmière puisse aussi peut-être avoir une prescription. Donc liberté. Et cette liberté ne passera que par une désobéissance civique. Désobéissance. Alors, toi qui es quand même président d'une fédération nationale, mais aussi d'un territoire avec une vie très forte, avec une concurrence aussi réelle, tu préconises quoi? De le faire? Tu vas le faire avec Didier Jaffre et puis basta, et puis c'est fini pour l'ensemble de la France, ou tu préfères qu'on débouche sur un accord à Ségur qui ne sera peut-être jamais là? En ce moment, j'y crois plus à Ségur. J'y crois plus. C'est sûr, il n'y a plus personne. Ça fait un mois que je suis orphelin. Je n'ai personne à qui appeler le samedi soir. J'ai plus de ministre. Je ne sais pas qui va arriver. Apparemment, ce n'est pas une priorité d'État. Ça fait un mois que la santé n'est plus gouvernée sur le pays. Madame Vautrin a un ministère tellement large que c'est impossible qu'elle fasse les deux. Et Bertrand avait le même ministère d'ailleurs à l'époque. Non, c'est extrêmement compliqué. Mais sur le parcours patient, une expérience la semaine dernière. On dit que tout va mal. J'étais au ski à Val d'Isère. Un copain c'était une semaine pourrie, tu sais, c'était la neige ils appellent la neige carrelage. Le gars, la daille, pour ceux qui connaissent Val d'Isère, l'arrêt de la daille, piste pourrie. Il tombe, fracture du numérique. Le gars, il ne sait plus ce que c'est cassé quand tu as le bras qui sort un peu. 10 minutes après, la barquette arrive. 10 minutes après, l'ambulance en bas, le centre médical, direction Bruxelles-Maurice, samedi soir. Opéré, dimanche matin à 11h. J'aurais aimé que ce soit une clinique, c'était un hôpital. C'est pour ça que je connais c'est pour ça. Ça a tout d'une clinique. Voilà. C'est un hôpital. Donc bravo à la chaîne de soins et à la chaîne de l'espoir. Le copain, il a été opéré, il est rentré le lundi matin en VSL à son domicile à Montpellier. Donc ça marche. On prend en charge 35 millions de nos concitoyens en hospitalisation. 35 millions. Punaise, il n'y a pas que des échecs. Hein. Donc voilà, moi je voudrais que le prochain thème, Didier, soit sur les 2 jours, qu'est-ce que nous faisons de bien? Qu'est-ce que nous faisons de bien? Moi, je suis fier de mon métier, je suis fier de représenter la profession. Il y a des moments de solitude, je ne vous le cache pas. Surtout qu'en ce moment, quand j'entends le discours de Gabriel Attal, où il parle, c'est Béatrice qui est en charge de toute la réflexion écrite, qui parle, Béatrice Noël, qui parle de taxe lapin. Taxe lapin? Oui, taxe lapin. C'est qu'on taxe les mauvais patients qui n'annulent pas leur consultation. Ah oui. Les pauvres, tu sais. Voilà, taxe lapin. Ouais. Un discours politique général, il parle de ça, quoi. Ouais. Rien sur nous, rien sur l'inflation, rien sur la structure, je dirais
la pénibilité de nos soignants, l'égalité tarifaire entre le public et le privé, c'est ce que je prends. Moi, je prends une chose très simple. Les mêmes contraintes, les mêmes devoirs, les mêmes obligations que le service public. Ouais. C'est-à-dire que nous aussi, on puisse opérer le copain le dimanche matin. C'est pas facile chez nous, hein. C'est pas facile. Et même dans mes établissements, où j'ai 18 orthopédistes, déjà, ils sont spécialisés, un qui fait la colonne, un qui fait le membre sup, un qui fait le membre inférieur, donc c'est-à-dire qu'il faut 3 de garde, et c'est compliqué. Ouais. Je ne suis pas certain, si tu veux, que si t'es pas VIP, si t'es pas machin, on t'opère comme tout le monde là. Bravo au service public, et j'aimerais que nous aussi, on puisse arriver à cette excellence-là. Donc même contrainte, et je termine, et même allocation budgétaire, parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Alors je suis syndicaliste. Je termine quand même, je ponctue sur Bourg-Saint-Maurice parce que je voudrais juste vous raconter une toute petite anecdote. Moi je suis venu il y a 12 ans dans la vallée de la Maurienne pour faire justement, pour vérifier entre Bourg-Saint-Maurice et tout, comment ça marchait. Et je donnais pour mort Bourg-Saint-Maurice et la maternité jusqu'au moment. Moi qui suis sans doute l'homme en France qui a supprimé le plus de maternité, eh bien, il y en a. Le directeur de l'hôpital, il avait inventé un système de rotation des gynécos, 1 semaine par mois, il y en avait 4, ce qui fait que les femmes qui avaient des rendez-vous réguliers durant toute la grossesse étaient convaincues que le gynéco était là tout le temps, parce que bon, donc il y a des solutions en allant un petit peu au-delà des normes. Et je crois que ça marche toujours. Florian, vous là, les industriels, la logistique et tout ça, vous êtes toujours la serpillière ou vraiment tu as le sentiment ici, notamment à Nice, mais pas seulement, d'être dans une coopération avec le système de santé au sens large, pas seulement le soin, mais le système de santé? Je dirais comme on l'a dit aujourd'hui, effectivement, le secteur de la santé, que ce soit public ou privé, a des problèmes économiques quand même assez importants. Et aujourd'hui, effectivement, on a un rôle de les accompagner, je dirais, dans cette difficulté inflationniste que l'on a subi aussi. Et je dirais, là-dessus, on a fait les efforts que l'on pouvait faire dans les moyens du possible. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et je crois que l'ensemble des fédérations demandent 1,5 milliard d'aide à l'État pour compenser l'inflation. Je dirais, tu lis nos communiqués, ça fait plaisir. Comment? Tu lis nos communiqués, ça fait plaisir. Pourquoi je te dirais pas? Non, tu lis nos communiqués, pardon. Merci de le rappeler. Donc là-dessus, effectivement, on a essayé de les accompagner et effectivement, on essaye de nouer des partenariats durables, je dirais, avec l'ensemble des établissements, puisqu'on traite à la fois sur le secteur sanitaire et médico-social. Mais je veux dire aussi qu'on essaye aussi de s'adapter aux évolutions. Mais c'est vrai que comme ce qu'il a été dit, c'est que, et comme je le disais Benoît, c'est qu'effectivement on est dans un état jacobin, mais je trouve qu'aussi la santé est quand même très conservateur, je dirais, en termes de temps, en termes de mise en place de structures, de réformes. Je dirais, quand on entend le président de la République parler il y a plus d'une semaine du rapprochement ville-hôpital, il y a plus de 10 ans, je crois qu'on en a parlé dans les premières rencontres de Nice, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est toujours pas finalisé, un projet qui a démarré plus de 10 ans. Et donc c'est vrai que là, quand on parle de responsabilité populationnelle et autres, etc., oui, c'est très bien, comme ça a pu être mis en place dans certains pays, notamment j'ai été étonné hier d'ailleurs qu'on ne parle pas des expérimentations nordiques qui sont très en avance là-dessus, que ce soit sur les parcours ou que ce soit effectivement sur d'autres notions de financement. Je me dis, mais quand ça va être mis en place? Parce que quand je vois que des réformes relativement simples ont du mal à être mises en place, je dirais qu'un bouleversement comme celui-ci, ça va prendre... Et vous, vous êtes à la tâche tous les jours pour fournir des services. Est-ce que vous êtes quand même dans l'état d'esprit d'attendre les tests qui nous permettent de faire ceci, ou vous êtes dans l'état d'esprit, on y va, et puis on verra bien si ça suit ou pas? Je dirais Est-ce que tout le monde est d'une prudence telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas innover finalement, ou très peu? Je dirais, quand on veut
sortir un peu des sentiers battus, c'est quand même compliqué. Alors effectivement, il y a le digital qui a bouleversé énormément de choses. Je pense que les établissements de santé, du fait des difficultés qu'ils ont à l'heure actuelle de recrutement et autres, etc., sont obligés, je dirais, de se lancer dans le digital. Je dirais que l'innovation va permettre notamment d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant, va faciliter aussi la tâche des médecins. Mais dès qu'on va toucher un peu sur l'organisationnel type de l'établissement, alors là, ça devient extrêmement compliqué. Alors, moins compliqué dans le privé, il y a moins de barrières sociales, mais dans le public, c'est extrêmement compliqué. Je dirais, moi, je me souviens qu'il y a plus de 10 ans de ça, il y a peut-être 15 ans, donc j'étais allé voir le président d'UniHA, et pour pas parler aussi au niveau des achats, puisque au niveau des acheteurs, dans le public, c'est très siloté. Et on avait dit, écoutez, à un moment donné, en termes d'efficience, ça serait bien de travailler sur une réflexion globale des services, sur ce qui se fait sur les pays anglo-saxons de facility management. Et on me dit, très bien, ok, ouais, je suis on dit, on va aller voir la DGOS. Donc, après, je vais voir une autre grosse centrale d'achat qui est Lorena, qui me répond exactement la même chose, aller voir la DGOS. Donc, je dis, ok, donc je prends je vais voir la DGOS et je leur expose ce projet de raisonner global, d'efficience globale. On me dit, c'est une très bonne idée, mais je pense qu'il faut aller voir les deux grosses centrales d'achat qui sont le Alors, donc voilà, donc je dirais, dès qu'on va toucher sur des choses vraiment, je dirais, vraiment ancrées, organisationnelles dans les établissements, ça devient extrêmement compliqué. J'en profite pour faire une petite publicité et un petit... Alors, le président de l'UniHA, pendant longtemps, il a été ici, puisque c'était l'ancien directeur général de Nice, mais c'est plus... Mais l'actuel directeur général d'UniHA, c'est un fidèle des rencontres de Nice. Et c'est Luc qui l'a recruté. Donc, voilà, quand même, les rencontres de Nice, ça sert au moins à quelque chose. Bon, voilà. Merci Florian. Guillaume, tu l'as dit pour le domicile, et on ne peut pas mieux dire ce que tu as dit tout à l'heure, mais je voudrais que tu dises aussi, pour le médico-social, est-ce que ça existe encore d'abord? Tu plaides pour que ça se banalise, à juste titre. Bon, je peux dire qu'avec Didier, on n'a pas toujours été totalement... il était plus hospitalier que moi. Il a été directeur de clinique, moi j'étais directeur d'hôpital, mais c'est pas grave. Et donc, mais est-ce que le médico-social a pleinement sa place dans les rencontres de Nice et plus généralement dans les débats qu'on organise aujourd'hui, enfin dans les débats et dans les actions, où c'est toujours un peu un truc à part? Alors, est-ce que mon micro... Oui, mon micro fonctionne. Deux réponses, parce que c'est une question qui mériterait une thèse à elle toute seule, Benoît. Merci beaucoup. La première, c'est que le médico-social s'est très longtemps séparé de la santé. C'est vrai. Ça a été pendant très longtemps demain, on n'est pas sûr que ça fait partie du même corps. Ça a été demain, un peu moins, et tout le monde y s'occupe de la personne. Oui, mais du coup, il faut peut-être qu'on s'occupe de la personne dans sa santé et sa vie médico-sociale, et son action dans le médico-social. Donc, soyons très vigilants là-dessus. Il faut aussi encore casser des barrières sur santé médico-sociale. Ça ne se parle pas encore très bien. Parce qu'éventuellement, il y a un médecin dans les structures, pour celles qui sont structures médico-sociales, j'entends. Pour celles qui sont mieux dotées, il y a un médecin, mais c'est rare. Et c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Et le médecin, on n'est pas sûr qu'il parle à l'hôpital tous les jours. Donc, oui, il faut, dans les rencontres en tennis, mais pas que dans les rencontres en tennis, il faut partout, croiser des expériences, croiser des expérimentations, et vous appuyer la santé sur le médico-social. Le médico-social, ils ont l'avantage de pas gérer, enfin, de moins gérer l'urgence que vous. Oui. Mais ils ont la connaissance de leur public sur du temps long. On va rarement dans le médico-social pour 48 heures.
Alors, je vais pousser un peu plus loin ma question parce que, et dévoiler un peu de notre, j'allais dire, pas de notre intimité, mais je t'ai invité à venir dans un conseil d'administration d'une association, certes un peu innovante, mais quand même relativement traditionnelle en médico-social. Toi qui es le chantre du domicile, quand tu es dans un conseil d'administration ou qui représente des IME, des ESAT, des FAS, enfin des femmes, bon, et même des EHPAD. Et même des hommes. Pardon. Et même des hommes, d'accord. Et des femmes aussi, plus de femmes d'ailleurs que d'hommes. Mais comment tu réagis? Alors moi, merci de me présenter comme le chantre du domicile, mais en fait, je ne suis pas le chantre du domicile. Je suis le chantre de la situation adaptée à la personne, à son environnement de vie. Le domicile, si c'est pour faire des aidants épuisés, des parents épuisés et des parents âgés épuisés, à un moment, c'est non. Par contre, laisser en structure des gens qui, avec un plan d'aide correct, avec des moyens publics, départementaux corrects, peuvent être à domicile et ont envie de l'être, et ont envie d'être autonomes mais pas indépendants, parce que c'est ça l'enjeu, eh bien, autorisons-les à sortir de l'établissement. Et sortir de l'établissement pour 5 ans, c'est possible. Enfin, ça devrait être possible, à mon avis. Ouais. Et pour l'instant, c'est peu possible. J'avais écrit une fois une lettre en allant dans un séminaire de l'UGK à Germaine qui avait 98 ans et qui avait passé 5 ans en dehors de son EHPAD. Et puis qui était revenu quand même parce que, bon, il faut être raisonnable. Mais voilà, mais ça avait eu un certain succès auprès de... Voilà. Mais en disant que pendant la période où elle était à domicile, c'était en partie la même équipe que celle qui était à l'EHPAD qui s'occupait d'elle au domicile. On n'est pas encore tout à fait là. Hein? On n'est pas encore tout à fait là parce que le domicile, c'est géré comme vous êtes soi-disant autonome, en perte d'autonomie. Donc on va s'occuper de vous, mais vous êtes soi-disant autonome puisque vous êtes à domicile. C'est pas tout à fait vrai. Je refais une petite salle de questions insolites, et puis après je laisse 3 minutes pour des questions, parce que... Elisabeth, et si on n'avait pas de ministre de la Santé? Alors, précisément, c'est... Est-ce que ce serait pas mieux? Non, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on entend à l'heure actuelle sur le fait que le ministère est très grand, etc. C'est vrai. Mais si vous avez des gens qui savent s'entourer, c'est pas obligatoirement un immense inconvénient. D'abord parce qu'il y a une immense... Alors, sur le travail, effectivement, on pourrait peut-être un peu se dire est-ce que ça ne pourrait pas être sur un autre poste? Mais qu'il y ait les solidarités et la santé, pour tout ce que l'on vient d'évoquer, si on veut favoriser ces transferts, et moi je plaide depuis longtemps pour faire en sorte, et dans le prolongement de ce que vient de dire Guillaume, d'équipes, ou de ce que tu évoquais, d'équipes qui vont au domicile et qui peuvent être en institutionnel, bah oui, ça s'appelle les professionnels libéraux. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise plus les infirmières libérales à aller dans les établissements de personnes âgées, dans les EHPAD, c'est-à-dire celles qui sont dédiées à la dépendance? N'oublions pas une chose, c'est que nous l'avons revu faire pendant la crise du Covid. Et pourquoi? Parce qu'il y avait besoin à ce moment-là. Parce qu'il y avait besoin, effectivement, d'assurer des soins que les EHPAD n'avaient pas les moyens en interne d'assurer. C'est pour ça, c'est peut-être l'un des seuls motifs de petite divergence que j'ai tout à l'heure. Je crois que c'est Anne-Marie qui évoquait, c'est Anne-Marie ou c'est quelqu'un d'autre, mais qui a évoqué les plateformes au niveau territorial avec le point d'appui qui serait les EHPAD. Je n'y crois pas une seconde. C'était effectivement écrit dans les textes, je n'y crois pas une seconde. Et je suis même un tout petit peu plus dur. Comment se fait-il que lorsqu'il y a eu la situation que nous avons connue pendant le Covid, nous avons été obligés les uns ou les autres, dans un bon nombre d'endroits, c'est vrai un peu moins dans les EHPAD publics, mais dans un bon nombre d'endroits, de nous mobiliser, les libéraux et nous, en établissement d'HAD,
on a vu des HAD être obligés de détacher les personnes quasiment à demeure dans des établissements d'EHPAD parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer le suivi de leurs propres résidents. Donc en plus, donner la possibilité à l'inverse d'aller au domicile, mais chacun fasse ce qu'il sait bien faire. Et je crois que là, si on veut redévelopper domicile, institution, il faut réouvrir et sans doute imaginer. Les cliniques ont peut-être une relation plus facile avec le monde de la santé libérale, parce que les médecins, ils ont effectivement une activité qui est plus ouverte. C'est ce contre quoi on a été, et c'était logique, on a un peu connu ces périodes-là avec les lois d'Audrey à la fin des années 50, parce qu'effectivement, il fallait redonner des compétences et un savoir réel au centre hospitalier public, c'est clair, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir imaginer d'ouvrir les portes et les fenêtres de nos institutions, aujourd'hui très, très corsetées, très réglementées, c'est vrai, très normées, pour essayer de faire en sorte que le prolongement et les transferts des uns vers les autres se fassent de façon beaucoup plus naturelle, de façon transitoire, et pas obligatoirement comme on rentrerait de façon éternelle dans un établissement médico-social. Guillaume a raison. Donc je crois que là, ça veut dire aller agir et travailler différemment dans notre conception des rôles. Et je pense que ça peut être un thème pour les 10e rencontres. Lamine, pour ce qui concerne le samedi soir ou même le dimanche soir, je ne sais pas pourquoi, mais je fais assez confiance à ta charmante femme pour combler le vide de ne pas avoir de ministre. Mais est-ce que la Fédération des cliniques a besoin d'un ou d'une ministre? Bien sûr, on a besoin d'un ministre, parce que à la justice, il y a un poids lourd. Il y a un poids lourd. Oui, la santé, moi je suis santé. Après, la solidarité, c'est important, etc. Mais moi je suis sur le sanitaire. On a mis un pôle qui s'appelle Alain Dupond-Moretti, il gère un budget de la justice de 25 milliards en maximum. Nous, c'est 250 milliards. Si t'as pas un pôle face à M. Le Maire qui a fermé tous les robinets des dépenses publiques, on est mort. C'est pas la peine. On est mort. Le Covid, c'est 43 milliards. Les 2 ans de Covid, 43 milliards dépensés en surcoût Covid. Alors l'espoir que j'ai aujourd'hui, moi, c'est les jeunes. On dit que le numerus clausus, il a été supprimé et qu'on n'en voit pas les effets. Mais c'est faux. En 3e année à Montpellier, on est passé de 200 étudiants à 400. Dans 5 ans, on va doubler le nombre de sortants. Et là, ça va être bien. Parce qu'enfin, on pourra avoir des médecins dans toutes les spécialités. Ce qui nous manque aujourd'hui en gériatrie, c'est très important. La médecine gériatrie, la médecine interne, la médecine clinique. La chirurgie, ça va. Enfin, dans le privé, la chirurgie, on arrive à trouver des chirurgiens. Mais la médecine clinique, non, parce que la rémunération, elle n'est pas attrayante. Il faudra revoir ça aussi. Donc, je suis optimiste. Et aussi, je veux porter l'excellence. On en a parlé tout à l'heure avec l'IFAC, l'incitation financière à la qualité. C'est 700 millions, c'est 1,5 de nos... Il paraît que vous n'y avez plus droit. Pardon? Non? Il paraît que vous n'y aviez plus droit. Ah si, on a même droit. Bon, à l'excellence. On rogne un petit peu même du côté des copains. Parce qu'on a des bonnes notes à la certification HAS. Mais la HAS que je défends depuis toujours, comme les ARS, il faudrait que la HAS et la certification, les résultats de la certification soient plus lisibles, plus simples et discriminants. Parce que ça ne sert à rien d'être super top classé à 99 sur 100 de résultats et d'avoir le même tarif que le copain qui est non certifié et qui n'a rien, pas de sanction. C'est pas normal. Florian, quelles sont les entreprises de demain qui vont booster le système de santé? C'est vous? Enfin, c'est vous. Ce que tu représentes. On espère, en tout cas, oui, c'est sûr que les entreprises vont forcément œuvrer à l'amélioration, je dirais, de la qualité des soins, vont aussi challenger, je dirais, les clients et les établissements. Et on le voit bien déjà avec l'arrivée d'énormes start-up ou de start-up sur le marché qui poussent effectivement et qui modifient les organisations à l'intérieur des établissements de santé. Et je voudrais revenir moi sur le ministre. Je pense j'avais bien aimé le précédent, je dirais la nomination du précédent ministre avec la prise en charge de tout ce qui était effectivement tout ce qui était comment dire tout ce qui le parcours de soins et également la prévention. Le fait que la prévention
disparaissent du ministère. Je trouve ça un peu dommage. Et puis on a vu, notamment hier, quand on a parlé de Waddell, que la base, c'est quand même la prévention. Et même pour la création des territoires de soins, je dirais que la prévention devient la base. Voilà. Et donc pour en revenir à ta question, effectivement, les entreprises de demain sont celles qui vont prendre le virage du numérique, de la data. On l'a vu aussi hier avec la Smart City, où effectivement on va devoir récolter l'ensemble de ces data pour voir l'évolution de la santé de la population. Donc on espère faire partie de ces entreprises qui vont faire évoluer le marché. Merci Guillaume. Dernier mot. Bon, toi, Gabriel Attal, tu peux le voir, il habite à 500 mètres de chez toi et tu as fait sa campagne électorale avant, il y a quelques années. Donc toi, tu vas aller directement à Matignon. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Allez, vas-y. Alors, si j'ai un mot à dire à Gabriel Attal et au gouvernement aujourd'hui, c'est faites confiance aux acteurs de terrain. Faites-nous confiance, faites-vous confiance, et on y va. Et on se bouge maintenant et on y va. On ne va pas attendre de nouveau des grèves d'ambulanciers, non, on a déjà ceux des agriculteurs. Si tu le vois, tu le prends avec toi. Merci Guillaume, c'est parfait. Monsieur le Président des rencontres, le créateur, le Président, je vous remercie.